Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le mercredi 9 janvier et voici les titres qui seront développés dans ce journal. La compagnie monégasque de banque vient de renouveler son partenariat avec le Grimaldi Forum. Nous ferons le point sur ce mécénat. Nous poursuivrons avec les vœux du Conseil national à la presse. Nous irons au CHPG afin de suivre la formation de 2 professionnels maliens de la santé. Nous nous envolerons pour Dubaï à la découverte de la Cité humanitaire internationale. Il s'agit d'une vaste plateforme d'où partent la plupart des convois humanitaires internationaux. Une équipe de Monaco Info s'y est rendue il y a quelques jours. Et enfin, notre invité de la semaine, un jeune réalisateur de Monaco, Paolo Cédolin. Nous discuterons avec lui et surtout, nous regarderons son court-métrage à l'issue de ce journal, une comédie qui s'intitule L'âge d'or. Alors que son partenariat vient d'être renouvelé avec le Grimaldi Forum, la compagnie monégasque de banque est à l'origine de nombreux mécénats. Petit tour d'horizon d'un soutien peu divulgué et pourtant essentiel avec Christine Datomel. Fidèle depuis 15 ans au Grimaldi Forum, la CMB a reconduit pour une année encore son engagement auprès du centre culturel. Une entente renouvelée année après année depuis 2005 qui témoigne du soutien indéfectible du partenaire bancaire aux actions et manifestations du Grimaldi Forum, tant professionnel que culturel. Pour nous, le Grimaldi Forum, parce que vous le savez, on a toujours à cœur de faire des événements de grande qualité. La qualité, elle se paye. Il faut avoir vraiment les moyens. Bien évidemment, nous avons le budget du gouvernement princier qui nous aide énormément et sans lequel on ne pourrait rien faire. Mais le mécénat, c'est vraiment ce qui nous permet d'amener ce plus, de faire quelque chose d'encore mieux. Je pense que Monaco, le Grimaldi Forum et les visiteurs de la Principauté et du Grimaldi Forum méritent ça. Donc c'est extrêmement important pour nous. Et puis on a toujours envie de faire davantage plaisir, de faire de plus en plus d'événements. Et si on a plus d'événements avec à peu près un budget identique, il faut trouver du mécénat. Donc pour nous, c'est essentiel. Mais au-delà de son engagement auprès du Grimaldi Forum, mais aussi de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, la compagnie monégasque de banque joue la carte de la diversité en s'investissant aussi dans d'autres domaines. Le monde de l'art où les problématiques environnementales et climatiques sont au cœur de ses engagements. La CMB, vous le savez, c'est un des principaux établissements bancaires de la Principauté. Et une telle position, en tous les cas c'est notre conviction, nous oblige à participer activement à la vie de la cité. Et pour notre part, on a choisi de le faire dans les domaines culturels et scientifiques, en apportant notre contribution, je dirais, aux principaux acteurs de prestige de ce secteur. Les jeunes talents, on le fait de manière, je dirais, ponctuelle, dans notre siège à Via della Costa, puisque régulièrement on fait des expositions ouvertes à soit de jeunes peintres, soit de jeunes sculpteurs, pour qu'ils puissent comme cela exposer leurs œuvres à des gens qui a priori ont les moyens de pouvoir faire face à un éventuel achat. On soutient également de manière très active depuis de nombreuses années le musée océanographique et l'OPMC, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Sur le damier culturel monégasque, la politique dynamique du mécénat joue un rôle capital dans l'émulation artistique ou dans la réalisation de projets divers et variés et contribue au rayonnement de la Principauté de par le monde. Nous poursuivons avec les vœux du Conseil national à la presse. Christine Datomel a assisté à cette manifestation. Vous voyez son reportage. C'est un rendez-vous récurrent du mois de janvier, mais il s'agit du premier de la mandature. Les vœux à la presse ont été donnés ce mercredi matin au Conseil national par l'ensemble des élus. Un événement important pour le président du Parlement monégasque qui a présenté ses vœux aux journalistes. Cette cérémonie était l'occasion aussi de dresser un bilan sur l'année écoulée et de présenter les perspectives pour 2019. C'était pour moi l'occasion aujourd'hui de rappeler l'heureuse exception monégasque également en matière de médias, car je ne crois pas qu'il existe une seule autre agglomération de notre dimension en Europe qui ait autant de médias télévisuels, radiophoniques, de presse écrite et dans toutes les langues. Donc c'est une heureuse exception que nous voulons défendre, car elle permet justement le pluralisme de l'information. Le bilan, pour moi, en une phrase, ça serait d'abord et avant tout avoir remis le Conseil national à sa juste place dans les institutions pour qu'il soit respecté dans ses prérogatives
eh bien, je crois qu'on peut le dire aujourd'hui, le Conseil national est de nouveau un partenaire institutionnel respecté par le gouvernement princier et c'est une bonne nouvelle pour tout Monaco. Parmi les principales perspectives pour 2019, je souhaite donc que des avancées importantes soient réalisées en matière législative en ce qui concerne les débats de société. Il nous faut donc avoir le débat qui aboutira, je le souhaite, à la dépénalisation de l'interruption volontaire de grossesse dans ce pays et aussi à une loi sur la création d'un contrat de vie commune qui reconnaisse les droits légitimes auxquels peuvent aspirer des couples qui s'aiment, quelle que soit leur orientation sexuelle. Et puis pour moi, ces deux projets importants aussi que je veux faire porter par le Conseil national et qui prouvent sa capacité à se projeter dans le futur, c'est l'important débat sur la transmission de la nationalité monégasque. Notre population est en forte augmentation. Peut-on ou pas continuer dans cette voie ? Je souhaite lancer une grande concertation avec tous les mouvements politiques, avec toutes les associations de nationaux. L'autre projet fondamental pour l'avenir, c'est la création d'un think tank, d'un groupe de réflexion qui s'appellera Monaco 2039, parce qu'il aura vocation à faire des propositions dans les 20 prochaines années pour assurer la prospérité et la croissance économique de Monaco. Lors de cette cérémonie, le président du Conseil national a rappelé l'importance du rôle de la presse et son influence, tout en rappelant que préserver sa liberté est essentiel. Et pour appuyer ses propos, Stéphane Valéry a cité une phrase de l'ancien président des États-Unis, Thomas Jefferson. « Notre liberté dépend de la liberté de la presse et elle ne saurait être limitée sans être perdue. » Nous vous parlons régulièrement de projets liés à la direction de la coopération internationale. C'est donc tout naturellement qu'une équipe de Monaco Info s'est rendue au CHPG pour suivre la formation de 2 professionnels de la santé maliens. Reportage de Sandrine Nègre. Depuis 2010, dans le cadre des liens qui unissent le CHPG et la DCI, le programme de coopération a pour objectif de structurer des partenariats hospitaliers avec des établissements publics des pays partenaires de la coopération monégasque. Exemple très concret, en 2018, 8 stagiaires ont été accueillis ici. La tradition hospitalière et universitaire française et en fait internationale, c'est pas seulement d'avoir une expertise dans un domaine médical, mais c'est bien sûr de le transmettre, de faire de l'enseignement. Et l'enseignement, j'en ai fait toute ma vie, et puis tous les gens qui sont professeurs en ont fait, ça fait partie du métier. À Monaco, il n'y a pas d'enseignement institutionnel de type universitaire, alors que le niveau de l'hôpital est très très bon, et on a largement dans beaucoup de services l'occasion de faire un enseignement de type universitaire. Un des moyens, c'est de recevoir des médecins spécialisés ou non, ou des infirmiers, comme c'est le cas pour cette équipe qui est du Mali qui vient nous voir. C'est un service de haut niveau dont nous on n'a pas l'habitude dans nos pays, mais c'est vrai, on s'accommode de plus en plus. Et la discipline dans laquelle nous sommes venus se former, on fait un tout petit peu chez nous. Et le fait de venir ici encore va nous permettre de monter plus haut en grade. Et après ce cardiologue, nous sommes aussi partis à la rencontre de Minkoro Traoré, infirmier anesthésiste à l'hôpital de Sikasso, qui a lui effectué un stage de perfectionnement en anesthésie-réanimation, avec notamment le professeur Isabelle Rouquette-Vincenti. La formation était basée sur l'initiation à l'informatisation de l'anesthésie, à la nouvelle technologie par rapport à l'anesthésie générale, le monitorage de la profondeur de l'anesthésie, la cardiation et puis la pression cardiaque artérielle. Et par rapport à la mise en peu, le circuit patient, l'accueil, l'installation, le monitorage de l'anesthésie et le réveil. C'est toujours un moment d'échange intéressant, donc déjà pour se recentrer sur nos pratiques et pour avoir ces moments d'apprentissage partagé avec ces étudiants qui sont déjà des professionnels dans leur pays, mais qui ont des approches de la profession qui sont un petit peu différentes des nôtres. Donc ce qui est intéressant, c'est de leur faire partager notre savoir, mais aussi de savoir évaluer. Et sachez qu'à l'issue de leur formation, les professionnels de la santé maliens s'engagent à transmettre à leur tour sur place les connaissances acquises sur le sol de la principauté. On le connaissait dans ses fonctions de directeur scientifique de la Fondation Prince Albert II de Monaco. Le monégasque Philippe Mondielli est l'auteur d'un ouvrage qui vient de paraître, Monaco au fil de l'eau. Ce livre revient sur l'histoire de l'approvisionnement en eau de la principauté qui compte de nombreuses sources. Ce livre est richement documenté. Je vous propose d'écouter l'auteur.
Environ en moyenne, 25% de l'eau consommée à Monaco provient des sources monégasques. Elles sont présentes sur le territoire, sous les immeubles. Peu de gens le savent. Donc on les découvre justement lors de ces journées un peu particulières, puisqu'elles ne sont pas ouvertes au public. Et donc voilà, elles sont là, on les préserve, on les soigne, et elles sont toujours bien vivantes. Et malgré l'urbanisation, l'eau continue à circuler, comme dans les temps anciens. Aujourd'hui encore, elle est là dans nos sous-sols. Alors si l'on ne devait citer que quelques noms? Quelques noms. La source la plus célèbre peut-être c'est celle de Vaux-la-Belle. Ensuite il y a Sadoulé, la source le puits Alice, la source Alice, le puits Nord, la source Ingram. Voilà, tous ces noms qui ont une vraie histoire, qui est contée justement dans cet ouvrage, puisque chacune a été à un moment donné, lorsqu'on a découvert, un grand moment. On est très, très attentif à ce qu'elles continuent malgré toute la difficulté, on sait qu'elles sont là. Seulement, quand il y a un chantier, évidemment, il faut voir comment on peut ne pas perdre cette ressource et peut-être la capter d'une autre manière. Donc ce sont des choses que les pouvoirs publics prennent en compte. Ils sont très vigilants là-dessus pour justement préserver cette ressource, car c'est évidemment important pour la principauté. Notez que tous les fonds récoltés avec la vente de l'ouvrage de Philippe Mondielli iront à la Fondation Prince Albert II. Ce livre est justement en vente à la FPA2, mais aussi à la FNAC et à la librairie de l'Alphabet. Envolons-nous à Dubaï, à présent, à la découverte de la Cité humanitaire internationale. Il s'agit d'une vaste plateforme d'où partent la plupart des convois humanitaires internationaux. Plus de détails dans ce reportage d'Émilie Rousseau et Sylvain Perroman. C'est le premier centre logistique humanitaire au monde, le plus grand à ce jour. La Cité humanitaire internationale a été créée dans les années 2000 par le gouvernement de Dubaï. Ce site de plus de 100 000 mètres carrés permet à 9 agences des Nations Unies et à une quarantaine d'ONG de répondre rapidement aux catastrophes humanitaires. C'est la meilleure place quand on parle de stratégie logistique. On peut y aller dans un radius de grosso modo 6-8 heures, on peut rejoindre à peu près les 75% de la population mondiale. Et on est en train de parler de la population mondiale qui est la plus exposée dans les risques, parce qu'on est en train de parler des zones où il y a beaucoup de catastrophes naturelles, ou malheureusement, comme dans le Moyen-Orient, même des conflits. En novembre dernier, Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, a pu découvrir ce lieu unique. Situé à une vingtaine de kilomètres de l'aéroport Al Maktoum et du port Djebel Ali, la situation stratégique de la cité humanitaire en fait sa force. En seulement quelques heures, les ONG peuvent intervenir sur le territoire africain, au Moyen-Orient ou en Asie, touchés par des conflits ou des catastrophes naturelles. La moitié de l'aide internationale transite désormais par ici, une plaque tournante humanitaire. Ces stocks prépositionnés sont une grande aide. Dans les 48 heures, on peut envoyer les biens basiques. Donc il faut imaginer qu'il y a une famille qui a perdu toute sa maison, tous ses biens. Et donc on peut, dans les 48 heures, arriver et aider 5000 familles, c'est-à-dire 25 000 personnes, à recréer une maison. Au-delà de ça, on apporte aussi de l'aide au niveau médical. Donc on a des ambulances, des véhicules qui peuvent partir et aider aussi pour tous les besoins médicaux qu'il peut y avoir suite à une catastrophe où forcément l'infrastructure médicale a été affectée. Et dans quelques années, la Cité humanitaire internationale compte doubler sa surface d'exploitation, l'opportunité de soutenir encore plus les différentes organisations humanitaires dans leur travail et d'apporter des solutions rapides pour intervenir sur le terrain. Il est temps de recevoir notre invité de la semaine. On va parler 7e art avec lui. Vous êtes un passionné, bonjour. Il s'agit de Paolo Cedolin Petrini. Vous êtes un jeune réalisateur, vous êtes de Monaco et vous avez réalisé un court-métrage que l'on va voir à l'issue de ce journal qui s'appelle L'Âge d'Or. Oui, effectivement, on a fait un court-métrage avec notre association qui s'appelle l'Association pour la création cinématographique de Monaco. Donc un nom assez long, mais on fait de belles choses.
Et le court-métrage qu'on va voir, qu'on a la chance de diffuser sur Monaco Info quand même. Merci à vous. Il s'appelle L'âge d'or. Donc c'est l'histoire d'Alice, une jeune fille de 25 ans qui a l'impression de stagner un petit peu dans sa vie, de ne pas évoluer. Et du coup, lors d'une soirée avec des anciens amis du lycée, elle va un peu parler autour d'elle et elle va se rendre compte que tout le monde évolue. Donc elle développe un petit complexe d'infériorité. Et donc, lors de cette soirée, grâce à l'alcool et grâce à ces frustrations que tout le monde connaît, elle va inventer un gros mensonge. Elle va dire à tout le monde qu'elle est enceinte pour attirer l'attention sur elle. Et l'âge d'or, pourquoi ce titre? D'ailleurs, il y a un jeu de mots, parce que ce n'est pas l'âge d'or, le métal précieux, c'est l'âge d'or du verbe dormir. Dormir. Exactement. Pourquoi ce titre et pourquoi l'âge d'or sur ces 25 ans précisément? Parce que déjà on voulait faire un jeu de mots, donc il est réussi. Il est fait, c'est bon, ça c'est fait. Et après, on dit souvent l'âge d'or parce que 25 ans, on a la vie devant nous, mais il y a aussi des gens qui disent qu'à 25 ans, on est des feignasses et qu'on ne fait rien de notre vie, et du coup, on dort. Et donc, on voulait un petit peu mixer ces deux interprétations de cet âge un peu complexe, disons. Les 25 ans. C'est une comédie, c'est particulier de réaliser une comédie, c'est plus complexe peut-être qu'un autre style de film, parce que c'est pas évident de faire rire, j'imagine. Oui, je pense que déjà aboutir un film, c'est complexe, hein, on le voit avec notre jeune association, le travail, la recherche, l'écriture, et après aboutir un film d'un scénario, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et après, en ce qui concerne les comédies, c'est difficile de faire rire parce que pas tout le monde a le même humour, mais j'ai la chance d'avoir une scénariste qui m'épaule, donc Héloïse Ridou, avec qui je travaille depuis mes débuts. Et donc on essaye de faire rigoler comme on peut. Et ça marche, vous allez le voir, avec des comédiens, parce que c'est pas tout d'avoir un bon scénario, il faut avoir aussi des bons comédiens, ça peut tomber comme un soufflet avec de mauvais comédiens. Et vos comédiens, honnêtement, ils sont bons, vous les avez trouvés où? C'est super gentil. Non, c'est vrai, vous allez le voir, vous allez pouvoir le constater de vous-même. J'espère qu'ils verront cet entretien. En tout cas, oui, je les ai trouvés à Paris, par casting, tout simplement. Donc on a mis des annonces. Et on a eu la chance de trouver des excellents comédiens. Donc Jennifer Rioué qui interprète le rôle principal, donc Alice, Pierre-Emmanuel Parlato qui interprète le rôle de François, et Mathilde Ripley qui interprète le rôle de Victoire. Qui sont des comédiens professionnels. C'est des comédiens professionnels, ils vivent de ça. Ils ne se sont jamais rencontrés et ça marche très bien. Donc lors du casting, on a vraiment une cohésion qui s'est faite et voilà. Et Chantal Latsou. Exactement. Qui joue dans le film. On a eu la chance d'avoir Madame Latsou, donc, qui nous a fait l'honneur de jouer dans le film. Donc Yolanda, une espèce de gourou un peu folle qui va accompagner le personnage principal dans sa quête de la maternité, quoi. Et c'est un vrai personnage, Chantal Latsou, parce qu'elle crève l'écran dès qu'on la voit. Effectivement, la séquence, vous le verrez, c'est très drôle. C'est compliqué d'avoir Chantal Latsou? C'est incroyablement pas compliqué dans le sens où nous avons donc notre président Arnaud Jouan qui est comédien sur Paris également, et du coup il a tourné. Qui a joué dans votre premier long métrage. Qui a joué dans Incompatible, exactement. On est vraiment une équipe soudée. Et en fait, il a joué dans un long métrage qui s'appelle Bonne Pomme avec Gérard Depardieu et Catherine Deneuve. Et il y avait Chantal Latsou aussi dans ce long métrage, et ils partageaient la même loge. Donc en fait, il y allait au culot, comme pour Roger Moore dans Incompatible, et il lui a demandé écoute Chantal, est-ce que ça te dirait de nous aider et de participer à notre court-métrage? Et elle a dit oui. Voilà. Oui, parce que là vous l'avez évoqué, vous faites jouer Chantal Latsou dans ce court-métrage, mais dans votre premier long-métrage, vous aviez quand même Roger Moore, c'était même, je crois, sa dernière apparition, il me semble. Incroyable. Quel souvenir vous en gardez? Parce que c'est quand même Roger Moore, l'agent, l'espion le plus connu au monde. Là aussi, on y est allé au culot. Donc un petit peu, c'est le gimmick de notre association qui ne tente rien à rien. Et en fait, on a réussi à trouver son adresse. On lui a envoyé un courrier, tout simplement, en expliquant qui on était, ce qu'on voulait faire. Et il a lui aussi accepté pour cette journée de tournage. Et effectivement, c'est le dernier film qu'a fait Roger Moore. Donc voilà, on est très chanceux. On revient au court-métrage. Quel est votre objectif? Quelle est la suite? Vous l'aviez présenté il y a quelque temps au Théâtre Princesse Grasse, nous y étions. Quel est maintenant votre objectif par rapport à ce court-métrage?
Le court-métrage, donc comme tout film, notre envie c'est de le faire vivre le plus longtemps possible. Déjà, on a la chance de le diffuser sur Monaco Info aujourd'hui. Et par la suite, il est inscrit dans plusieurs festivals. Donc on espère, on a déjà eu la chance de le projeter à Dijon, dans un auditorium de 1500 personnes, donc qui a bien réagi aussi, comme Monaco d'ailleurs. Et maintenant, on veut l'inscrire dans d'autres festivals et pourquoi pas trouver une vraie boîte de production pour créer un long métrage. On ne sait jamais. J'allais justement vous poser la question, la suite. Quelle est la suite? Quels sont vos projets? C'est ça, c'est un long métrage? Oui, il y a c'est distinct. Il y a les projets avec l'association et mes projets, CCM, donc oui, la CCM et mes projets donc en tant que professionnel, c'est un grand mot, du cinéma à Paris. Et donc, moi, personnellement, j'aimerais bien réaliser le long métrage de cette histoire qui me plaît beaucoup. Du court-métrage, du court-métrage d'en faire un long L'Âge d'Or. Et avec l'association, on a d'autres projets, d'autres courts-métrages qu'on aimerait bien réaliser à Monaco avec les gens du pays. Écoutez, Paolo Cédolin-Petri, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. On passe tout de suite, avant de se quitter, avant de revenir ensemble, on passe à la météo. Retour d'un ciel dégagé, ensoleillé pour ces prochains jours. Le soleil sera largement présent de jeudi à samedi. Dimanche, apparition de quelques nuages, mais rien de menaçant. Des nuages toujours présents sur la journée de lundi, mais qui se dissiperont à partir de mardi. Du côté des températures, elles sont plus fraîches que la semaine dernière. Elles oscilleront entre 3 et 13 degrés. Ce journal est terminé, merci de votre fidélité. On en a parlé, on vous l'a promis. Maintenant, on regarde le court-métrage qui s'appelle L'Âge d'Or de Paolo. Et on se retrouve dans un autre journal. À très bientôt, au revoir.